en relation à ce qu'il vit et ce qu'il crée aussi philosophiquement. Donc c'est vrai que Bruno a dit tout de suite magnifique. Alors l'idée c'était qu'après, sur une idée, après il faut assumer financièrement. Hein. Donc nous avons vu avec Herman ce que nous pouvions faire. Alors la réponse a été simple, c'est pas de couleur. Et ensuite, nous pouvons utiliser la revue. Les auteurs commencent toujours en bonne page, c'est-à-dire en recto. Et il n'est pas dit qu'un texte finisse en verso. Donc à chaque fois que nous avions une page blanche dans le dossier, nous pouvions mettre une image en noir et blanc. Donc avec René nous a donné un tas d'images qui lui plaisaient. Nous avons sélectionné celles qui pouvaient passer en noir et blanc. Nous savions au moment du pré-montage, nous savions combien, à une ou deux près, combien nous aurions d'images. Donc nous en avons sélectionné une ou deux, ou pas plus, je ne me souviens plus. Et après, c'est Herman qui a fait le travail, en utilisant tous les espaces libres. En tout cas, c'est une riche idée parce que on voit. Je sais que Deleuze faisait des petits dessins. Et dans un numéro de la revue Chimère, il y a un ou deux dessins de Deleuze. Je trouve ça tout à fait intéressant, cette double pratique. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment amoureux de Baudelaire, et ce qui me plaisait dans les biographies de Baudelaire, c'est de voir ses dessins. Des dessins à la plume, notamment des autoportraits, mais d'autres choses aussi. Et c'était quelque chose qui me rapprochait beaucoup de lui. Peut-être parce que j'ai eu aussi un père peintre et sculpteur, donc ça donne un petit peu de sensibilité à ce genre de choses. Voilà. Donc je considère que la philosophie doit s'allier avec les arts, avec la littérature, avec la poésie. Et, voilà. Il n'y a pas de honte à faire de la poésie quand on est philosophe, ou à peindre quand on est philosophe. Alors que, effectivement, peut-être le cadre universitaire ne permet pas ou ne tolère pas trop la philosophie, qui est une discipline assez conceptuelle ou assez rationnelle, puisse s'ouvrir aux arts de manière non théorique. On permet à la philosophie de se développer en tant qu'esthétique, ou en tant que poétique, théorique, mais pas, on ne permet pas trop aux philosophes d'être un poète ou un artiste, ou un pratique. Enfin, du moins au grand jour. Donc, je trouve ça tout à fait salutaire que cette revue montre au grand jour une double pratique à la fois philosophique et artistique de la philosophie. La deuxième chose que j'aurais voulu dire peut-être, c'était à propos du jeu de loi. J'ai découvert cette histoire de jeu de loi du professeur Polybus. Et peut-être, je ne sais pas, j'aurais des questions à poser à Paul Kayser, qui a écrit un beau texte là-dessus. Mais comme je n'ai pas vu le film, alors je ne sais pas non plus si ce film de Prenant est visible. Le film qui s'appelle Le jeu de loi du professeur Polybus. Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'on peut le trouver en DVD? Il est visible, non. Et non, malheureusement, la personne qui l'a fait, mon ami François Prenant, n'a pas trouvé de distributeur ou de commercialisation parce qu'elle n'habite pas en France. Alors ça a été très très difficile, elle habite en Algérie, alors c'est pas très commode, mais elle a déposé, et ça c'est accepté. Je ne sais pas si c'est à la Cinémathèque Bercy, ou à la je crois que c'est à la Cinémathèque qui n'en est pas une, à proprement parler, mais qui est un dépôt de films de Beaubourg. Il y en a un où on peut consulter. Donc, c'est quelque chose qui peut être consulté dans un de ces endroits-là. Je crois que c'est Beaubourg plutôt que Cinémathèque, où l'on peut consulter. Forum des images, peut-être aussi. Il est au Forum des images. C'est ça, au Forum des images. C'est ça? Je crois, oui. Ah, oui.
Donc ça peut être vu. Ça doit être indiqué d'ailleurs sur, si l'on cherche en mettant les noms sur un site internet, ça doit bien être indiqué l'endroit où ça peut être consulté. Mais c'est un cinéaste, elle est un cinéaste ou une cinéaste de talent, et j'aimerais bien que l'on voit ce qu'elle a fait, mais je ne peux rien en dire de plus, que l'on peut le consulter de cette manière. Mais là, ce nom de Poilibus, où c'est un nom de bande dessinée, un nom comique, j'avais fait également, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, mais tant qu'il n'est pas là, je ne vais pas le montrer, une bande dessinée concernant Bruno Cagny et moi-même, que je pourrais faire circuler, mais je ne vais pas la faire circuler tant que Bruno n'est pas là, parce qu'il pourrait y voir, je préfère qu'il soit là. Mais je ne suis pas un dessinateur, encore une fois. S'il y avait un dessinateur c'est quoi la définition d'un dessinateur? Est-ce que tu es aussi un dessinateur? Il n'est pas là aujourd'hui. Thierry Brio, par exemple, le confirmerait totalement. Alors, lui qui est un professionnel et un spécialiste de l'art plastique. Moi, je suis de tout ce qu'il y a de plus amateur, de sorte que je fais ça en amateur complet. Mais je ne me comparerai pas non plus à des littéraires qui ont été des dessinateurs ou peintres comme Georges Sand, par exemple, qui a fait des dessins, des peintures tout à fait remarquables, qui ont été édités d'ailleurs, ou Baudelaire, ou Valéry, également qui a fait dans son journal des dessins aquarelles avec beaucoup de talent et d'originalité. Ce que je fais est tout à fait maladroit et ne présente aucun caractère autre que d'expression personnelle et de vision tout à fait subjective. Tu permets que je fasse circuler ta bande dessinée? Vous allez voir une sorte de différence qui avait eu lieu au moment de la publication ou de la fabrication de cette revue. Il y avait certains textes qui avaient été envoyés et dont Bruno Cagny ne voulait pas, ou il m'avait dit ils n'ont pas la qualité des autres, ils n'ont pas grand intérêt, on ne va pas les présenter, mais j'avais insisté parce que des personnes que j'avais sollicitées, c'était très gênant de refuser des textes qui avaient été, en quelque sorte, qu'on avait demandé à des gens qui s'étaient non pas fatigués bien entendu, mais enfin dérangés pour le faire, même si c'était des textes qui incontestablement étaient plus brefs et plus subjectifs, plus ad hominem que les autres. Parce que ce qu'il fallait pour la revue, c'était effectivement quelque chose qui était des études. Et ma thèse, c'était qu'en fait, dans ce cas particulier, c'était pas la peine de sélectionner entre ce qui seraient des études proprement sur la philosophie et la pensée et d'autres qui seraient des adresses plus individuelles, puisque c'était en quelque sorte quelque chose qui était organisé autour de moi-même. C'était là qu'était le différent dans le sens, on pourrait, je ne sais pas si c'est authentiquement lyotardien, mais enfin dans le sens que Lyotard a rendu populaire ou célèbre en introduisant ou en utilisant particulièrement ce mot de différent, c'est-à-dire on partait de points de vue qui n'étaient pas totalement conciliables. Ils ont été, dans le fond, grâce à
la bienveillance de Bruno, je dois le dire, donc la question s'est bien résolue en définitive. Mais pour qu'il n'y ait pas de ressentiment ou d'arrière-pensée, comme la question était évoquée tout récemment, j'ai dit, eh bien bon, je vais faire une petite bande dessinée, c'est la meilleure manière de régler les choses. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je fais circuler cela, si vous voulez le voir, vous voyez les différents personnages qui sont lancés dans un différent. Et ça, j'ai placé sous l'égide du lutrin. Le lutrin, c'est un poème héroïque-comique. D'ailleurs, la page de Garde le dit en utilisant cette expression de héroïque-comique, bande dessinée héroïque-comique. Le lutrin, c'est un poème héroïque-comique de Boileau. Je ne me rappelle plus bien, mais le thème, c'est une lutte, ainsi une lutte picrocolienne. Picrocolienne, ça fait une allusion à Rabelais, mais enfin une lutte un peu artificielle et fantasmagorique entre des clercs, entre des religieux, autour de je ne sais plus quoi. Toi qui es littéraire, tu vas savoir mieux que moi, tu te rappelles mieux que moi qu'est-ce que c'est que le lutrin. C'est resté pour moi comme un mot d'un genre de lutte tout à fait artificielle entre gens de l'université ou gens de l'église. Or, c'était un petit peu ça, une lutte de chapelle, une querelle de chapelle qui désignait ce mot de lutrin. Alors c'est pourquoi je l'ai appelé un lutrin. Et comme il s'agit particulièrement de Vincennes, il est mentionné qu'un texte finisse en verso. Donc à chaque fois que nous avions une page blanche dans le dossier, nous pouvions mettre une image en noir et blanc. Donc avec René nous a donné un tas d'images qui lui plaisaient. Nous avons sélectionné celles qui pouvaient passer en noir et blanc. Nous savions au moment du pré-montage, nous savions combien, à une ou deux près, combien nous aurions d'images. Donc nous en avons sélectionné une ou deux, ou pas plus, je ne me souviens plus. Et après, c'est Herman qui a fait le travail, en utilisant tous les espaces libres. Avec Herman, ce que nous pouvions faire, alors la réponse a été simple, c'est pas de couleur. Et ensuite, nous pouvons utiliser la revue, les auteurs commencent toujours en bonne page, c'est-à-dire en recto. Et il n'est pas dit. En tout cas, c'est une riche idée parce que on voit, je sais que Deleuze faisait des petits dessins. Et dans un numéro de la revue Chimère, il y a un ou deux dessins de lui. En relation à ce qu'il vit et ce qu'il crée aussi philosophiquement. Donc c'est vrai que Bruno a dit tout de suite magnifique. Alors l'idée c'était qu'après, sur une idée, après il faut assumer financièrement. Hein. Donc nous avons